Si le télétravail était sur toutes les bouches durant la crise sanitaire du Covid-19, est-il tombé dans l'oubli aujourd'hui? Nous en parlons avec Caroline Diard, professeure en management des ressources humaines et droit de l'ESC Amiens. Bonjour Caroline Diard. Bonjour Denis. Le confinement a révélé une facette bien sombre du télétravail contraint, surveillance à distance, flou entre vie privée et vie professionnelle, isolement, pression inhabituelle. Quels ont été les risques psychosociaux du télétravail contraint? Effectivement, le télétravail exercé à temps plein, de façon soudaine, non anticipée, a révélé bien des risques qu'on n'avait pas anticipés auparavant. Parce qu'il s'agissait, au moment du confinement, d'une forme de travail dégradée. Actuellement, la tendance est plutôt un retour à la normale avec un mode hybride. Le télétravail s'exerce d'une autre façon désormais. On est pour partie en présentiel et pour partie soit à domicile, à distance, soit en mode nomade. Donc, peut-être rappeler que le télétravail n'est ni un droit ni une obligation. Donc, si ça s'installe de façon pérenne dans les entreprises, c'est plutôt une forme d'organisation du travail qui est concertée dans le cadre du dialogue avec les managers, dans le cadre d'une évolution de la relation managériale ou également aussi dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux. Les employeurs, en effet, ne peuvent plus imposer le télétravail comme ça a été pendant la période de crise. Il faut rappeler que le télétravail obligatoire s'est achevé le 2 février 2022. Donc, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Et un salarié n'est pas fondé à exiger le télétravail de son employeur, sauf si une charte ou un accord le prévoit et que son poste est éligible. D'accord. Alors, il faut quand même noter un fort intérêt des employeurs et des salariés pour le télétravail, puisque la dernière étude qui a été conduite par l'Association nationale des directeurs des ressources humaines conclut que 46% en 2025 des salariés devraient être en mode hybride. Alors le mode hybride, le consensus est autour de 2 jours de télétravail par semaine et ça deviendrait la norme. Alors pour revenir sur ce télétravail dégradé qui a été en fait le télétravail du confinement et pour éviter que les risques psychosociaux ne perdurent pendant l'exécution du contrat de travail actuellement en mode hybride, il convient quand même de rappeler un peu les risques qui ont été observés à ce moment-là. On les a identifiés, on a aujourd'hui du recul, donc on peut les prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué en fait pendant cette période de confinement qu'on n'avait pas remarqué avant? C'est un isolement, forcément, puisque les personnes étaient confinées, donc elles ne pouvaient pas faire autre chose que de travailler au moment de ce télétravail dégradé. Il y a eu des situations de stress et d'anxiété qui étaient liées à la fois au télétravail confiné, mais qui étaient liées aussi à une situation globale anxiogène. Alors l'apparition des risques psychosociaux, à quoi ça correspond? En réalité, ça correspond soit à des violences qui sont commises en interne, des conflits, du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, des violences externes qui sont exercées par des personnes tierces à l'entreprise. Alors ça peut être des partenaires comme des clients, des fournisseurs. Par exemple, dans le service public ou dans des fonctions d'accueil, ça peut être un public agressif, des clients agressifs. Et puis, un des risques qui a été vraiment identifié en situation de télétravail, c'est le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Alors, si on récapitule un peu sur tous ces facteurs de risque qui sont émergents, c'est déjà dans un premier temps une surcharge de travail qui peut être observée quand on est en télétravail hybride ou à distance, parce qu'on va avoir tendance à vouloir terminer un dossier alors que personne ne l'a forcément exigé, mais puisqu'on est à la maison et qu'on n'a pas un train à prendre, et ben on va avoir tendance à travailler davantage. Il y a aussi des exigences qui sont émotionnel quand on est en télétravail. Il faut être concentré quand on est en visio, il faut être capable d'anticiper les demandes des autres à distance. Il y a aussi parfois trop d'autonomie ou pas assez d'autonomie dans le travail, avec la notion de marge de manœuvre qui peut conduire à des risques psychosociaux.
Il y a des rapports sociaux qui sont compliqués parce qu'on est à distance. L'insécurité de la situation de travail qui peut faire qu'on se sent pas très bien, les injonctions paradoxales parce qu'à distance parfois il y a une incompréhension de ce qu'on demande parce que quand on fait un mail, c'est pas la même chose que quand on passe la tête par la porte du bureau et qu'on demande quelque chose à son collaborateur. Et il y a aussi deux choses qui sont vraiment apparues avec le télétravail, c'est le sentiment d'urgence en permanence. Les managers ont tendance à considérer que le collaborateur peut répondre très rapidement parce que il est dans une situation à distance confortable où on va considérer que peut-être il n'est pas très mobilisé. Donc il y a ce sentiment d'urgence qui peut créer des situations de stress et de burn-out et les sollicitations excessives, et j'irai même plus loin, les sollicitations à toute heure. Donc ça c'est aussi des points de vigilance pour les managers. Donc pendant le télétravail dégradé du confinement, on a observé tout ça, ce qu'on n'avait pas observé avant, et ça a été fort utile finalement parce qu'on prend du recul maintenant et on peut en tirer les leçons pour organiser un télétravail hybride où finalement la relation managériale va quand même s'améliorer et on va faire très attention à ne pas justement solliciter de façon excessive, à ce que les collaborateurs ne soient pas hyper connectés, etc. Okay. Alors il y a aussi la notion de surveillance qui est apparue pendant le confinement. Alors avant le confinement, le télétravail était très peu développé, les statistiques le montrent. On avait des postes qui étaient dits éligibles, mais qui étaient réservés à une forme d'élite, c'est-à-dire des gens très autonomes à qui on était en mesure de déléguer et de faire confiance. Et quand on a été confiné, finalement, tout le monde est devenu éligible d'un seul coup. Et ça veut dire que les managers ont eu beaucoup de mal à lâcher prise. Ils ont mis en place des stratégies de contrôle qui sont apparues. Par exemple, organiser des visioconférences à répétition, c'est une forme de contrôle émergente. Mettre en place des formations de e-learning alors qu'avant on le faisait pas, c'est aussi une forme déviée de contrôle. Et puis il y a tout ce qui est contrôle technologique. Alors demander à quelqu'un d'allumer sa caméra, installer des logiciels de surveillance, tout ce qui est géolocalisation, tout ça sont des formes de contrôle qui sont apparues en fait malheureusement pendant le confinement. Alors c'est pas des formes de contrôle qui sont liées au télétravail, en réalité c'est lié à la relation managériale. Et j'irai même plus loin, on a même des gens qui se sont mis dans des situations d'autocontrôle, c'est-à-dire qu'en étant à distance, pour montrer en fait et pour prouver qu'ils travaillaient, ils ont mis en place des mécanismes d'autocontrôle, c'est-à-dire qu'ils ont d'eux-mêmes fait du reporting, d'eux-mêmes signalé qu'ils avaient fait telle ou telle tâche, ce qui est vraiment très très perturbant parce que finalement ça veut dire que l'individu s'est placé dans une situation telle qu'il s'est senti obligé de prouver qu'il travaille. Alors, c'est compliqué parce que quand on est à distance, en mode hybride maintenant, la notion d'espace et de temps est remise en cause. Et c'est carrément le modèle taylorien, en fait, qui est bouleversé. Puisque l'organisation, elle devient pour partie virtuelle. Et il n'y a plus de soumission directe à l'autorité, c'est-à-dire qu'on peut plus exercer un contrôle direct, visuel, sur le salarié. Alors, dans les formes de contrôle, il y a le contrôle par le comportement. Le contrôle par le comportement, quand on est à distance, on peut plus l'exercer. Et on va le compenser par, en fait, une sorte de contrôle par les résultats. C'est-à-dire que, puisqu'on peut plus faire un contrôle physique, on va demander aux salariés de faire un reporting, on va contrôler les livrables, on va négocier des objectifs concertés. Alors, dans un monde idéal, faire un contrôle par les résultats, c'est organiser un management par objectif. Donc, ça peut être plutôt une bonne chose, mais il faut pas que ça remette en question l'autonomie et la confiance qu'on a laissée aux télétravailleurs. Alors, ça a permis aussi, ce management par objectif, d'imaginer, de créer des nouveaux indicateurs de performance qui sont plus facilement mesurables à distance et qui vont changer un peu les standards de performance en mettant en place notamment des nouvelles procédures. Alors les managers se sont largement appuyés sur les technologies en fait pour exercer le contrôle et comme je vous l'ai dit, beaucoup de multiplication de réunions à distance. Les outils de visioconférence se sont bien améliorés en 3 ans, donc on s'est appuyé dessus en fait. Il y a des solutions aussi de travail collaboratif qui sont développées, et notamment dans le métaverse. Donc on va mélanger un peu côté ludique et aspect managérial. Oui. Alors il faut faire attention
parce que à distance, en fait, on peut utiliser la métaphore du panoptique. Alors, le panoptique, en fait, c'est un système de prison qui a été imaginé en fait par un philosophe qui s'appelait Jeremy Bentham et qui a été décrit par le philosophe Michel Foucault. En fait, c'est un endroit où on est enfermé pour être surveillé les uns par les autres, et on peut le comparer finalement à un contrôle technologique ou contrôle par les pairs. Alors, il faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut aller loin, hein. Ça peut être une atteinte à la vie privée. Bah, c'est d'ailleurs un des défauts qu'on relève de l'open space, où chacun contrôle tout le monde. Il y en a tout le temps l'impression d'être contrôlé par quelqu'un, même si c'est pas forcément le cas. C'est exactement ça. En fait, l'open space rappelle finalement ce système panoptique, et on peut utiliser cette métaphore philosophique pour dire que finalement, dans l'open space, tout le monde contrôle tout le monde. Alors à distance, ça peut aussi être ça, parce que quand vous êtes dans une réunion visio, on voit quand vous vous connectez, quand vous vous déconnectez. Et ce qu'il faudrait pas, c'est que après coup, l'employeur réclame par exemple des données de connexion. Donc là, on aurait un problématique déjà, et on se heurterait au RGPD, hein, probablement aussi là-dessus. Donc, il faut bien faire attention aux déviances. Alors, ce qu'on voit en fait avec le télétravail et la pérennisation d'une organisation hybride, c'est que le contrôle, et vous l'avez dit aussi déjà avec les open space, avec la façon dont on organise l'espace de travail, le contrôle se déplace vers les individus eux-mêmes. Et en fait, on leur délègue finalement la responsabilité de leur propre contrôle, d'où l'autocontrôle, et pourquoi pas du contrôle de leurs collègues, de leurs pairs. C'est aussi, je peux vous couper, c'est aussi un reproche qu'on a fait beaucoup aux entreprises libérées qui ont lutté contre, on va dire, qui ont voulu se libérer du contrôle, et au final, le contrôle n'était plus exercé par des autorités ou on va dire des figures hiérarchiques, mais par tout le monde. Et donc, il y avait une sorte d'autocontrôle où chacun contrôle, un contrôle très diffus, et ce qui fait que le contrôle était toujours présent, mais beaucoup plus caché et beaucoup plus, on va dire, même proche de soi. Alors oui, effectivement, en fait, dans les entreprises libérées, ce qu'on a vu apparaître, c'est déjà des formes d'autodiscipline, donc des individus eux-mêmes pour eux-mêmes. Donc en fait, c'est une forme de contrôle intériorisé, en fait. Alors intériorisé pour l'individu, mais aussi intériorisé dans un département, dans un service. Donc finalement, tout le monde contrôle tout le monde. Il n'y a plus de contrôle hiérarchique puisqu'il n'y a plus d'échelon. Et c'est peut-être plus dangereux finalement que des formes de contrôle comme autrefois, comme dans le monde tellurien. Tout à fait. Pour revenir au sujet du télétravail et des risques psychosociaux, vous avez évoqué les risques psychosociaux du télétravail contraint. Mais est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les risques est-ce qu'ils sont les mêmes pour un télétravail qui est voulu par l'employé et donc qui n'est pas imposé par l'employeur? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce télétravail contraint, il a révélé les risques. Donc ça a été un catalyseur, et ça a permis de lister ces risques, de les identifier et de les prévenir. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une situation contrainte. La plupart du temps, vous l'avez dit, c'est à la demande du salarié, et ça fait partie d'une organisation concertée, comme je le disais en introduction. Ça veut dire que les risques sont pas forcément les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le risque de se sentir isolé parce que on va de temps en temps au bureau, mais il faut quand même le prendre en compte, ce risque-là. Finalement, tous les risques qu'on a identifiés pendant le confinement, je pense qu'il est utile de voir dans quelle mesure on peut les prévenir. Parce que si vous allez une demi-journée par semaine au bureau, c'est pas la même chose que si vous y allez trois jours en fait dans la semaine. Donc cet isolement, il peut aussi arriver même en mode hybride. Alors ce qui apparaît en mode hybride aussi, c'est la difficulté à faire fonctionner le collectif de travail. Et aussi tout ce qui est hyper-connectivité continue d'exister en mode hybride, parce que quand les individus sont chez eux, ils ont tendance à se connecter tôt, ou à se connecter pendant l'heure du déjeuner, ou à travailler le week-end, etc. Donc ça, c'est un risque qui existe toujours. Donc ça conduit
à un syndrome d'épuisement professionnel, donc le risque existe toujours. Alors évidemment, l'hybridation est une des solutions pour ne pas avoir des risques qui sont exacerbés, mais ils sont encore là, donc il faut quand même s'en méfier. Et pour les risques que vous évoquez, l'isolement, le fait, l'affaiblissement peut-être du collectif du travail ou Oui. l'hyperconnectivité, dans quelle mesure les entreprises peuvent prévenir ces risques? Alors, dans la mesure où maintenant les risques sont identifiés, les entreprises peuvent faire plusieurs choses. Alors déjà, il y a le volet formation, donc former les managers et les collaborateurs. Qu'est-ce que le travail à distance? Comment on fonctionne à distance? Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Et puis, les bonnes pratiques, on peut aussi les écrire. Donc, on peut écrire des procédures, on peut rédiger des guides à l'usage des managers. Alors, il y a la notion de gestion des compétences justement dans cette hybridation et notamment les compétences des managers. Et ça, c'est une notion qui a été évoquée en fait dans l'accord national interprofessionnel qui a été signé en novembre 2020, sortie de confinement, et qui a été négocié par les partenaires sociaux parce que justement, ils ont eu conscience qu'il fallait organiser ce travail hybride et il fallait prévenir ces risques-là. Alors la formation et l'information sont des volets important. Après, il y a aussi d'autres choses qui peuvent être mobilisées dans l'entreprise. Alors, il y a la médecine du travail déjà, qui peut jouer un rôle important parce que la médecine du travail va pas forcément faire le même suivi quand on a des gens qui travaillent pour partie à distance ou très souvent à distance. Alors que d'habitude, la médecine du travail, ils suivent des gens qui sont en présentiel, donc avec des problématiques différentes. Donc il y a cet acteur-là qui est important. Et je pense que le dialogue avec la médecine du travail sur ces risques psychosociaux, il est primordial. Et il y a aussi les partenaires sociaux, le CSE, avec la commission santé sécurité au travail, qui est très importante à ce niveau-là. Et il y a aussi tout ce qui est négociation annuelle obligatoire, avec tout ce qui concerne la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Le travail hybride s'inscrit dans les conditions de travail et ça peut être une amélioration des conditions de travail. Ça va pas aboutir forcément à des risques. Les risques, on les a identifiés. Maintenant, on est en mesure de les prévenir. Donc, on peut aussi se dire que l'hybridation va conduire à une amélioration des conditions de travail. Ce qu'il faut pas, c'est que les collaborateurs à distance se sentent exclus en fait. Il faut pas qu'ils aient cette perception individuelle d'exclusion d'un collectif de travail ou d'exclusion d'un espace de travail. Donc c'est très important de prévoir des temps collectifs et des espaces collectifs. Ok. Et si le confinement est terminé maintenant depuis quelque temps, il avait entraîné, enfin contraint, on va dire, 25% des actifs à recourir au télétravail. Mais est-ce que, depuis la fin de la pandémie, est-ce que cette pratique s'est démocratisée aujourd'hui? Et combien on estime qu'il y a de télétravailleurs en France et qui sont-ils? Alors, les télétravailleurs sont des gens plutôt qualifiés et plutôt des cadres avec des activités, des missions plutôt nomades. Alors, le dernier baromètre Malakoff Humanis indiquait en fait 38% de télétravailleurs, ce qui correspond en fait à 8 points de plus par rapport à 2019, si on veut comparer par rapport avant la crise. Et dans ces 38%, en fait, la moitié déclare vouloir continuer à travailler en mode hybride. Donc c'est très important de voir cette évolution parce qu'on a une pérennisation du télétravail qui est plus un télétravail contraint, qui est plus un télétravail à temps plein et qui est un télétravail concerté, négocié, en moyenne 2 à 3 jours par semaine maximum. Et comment la France se situe par rapport à ses voisins européens sur la pratique du télétravail? Alors par rapport aux voisins européens, en fait, les pays qui dominent, en fait, qui sont au top du classement sur le télétravail, c'est plutôt des pays du Nord, en fait. Donc le Danemark, la Suède, la Finlande, le Luxembourg, les Pays-Bas. Alors
bon, on va quand même se satisfaire du fait que la France n'est pas très loin de ce groupe de tête. Mais par contre, de façon surprenante, l'Allemagne arrive loin derrière. Ah ok. Alors, si on veut un chiffre de télétravailleurs en Europe, en fait, le dernier chiffre qui a été publié, c'est un chiffre de 2021. Il y a quasiment 42 millions de personnes qui vivent dans l'Union européenne et qui télétravaillent, en fait. Donc, c'est quand même une population assez conséquente. Donc, ça veut dire que on n'est pas les seuls à télétravailler. On n'est pas les meilleurs en la matière, mais on est quand même bien placés. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le télétravail favorise donc l'autonomie des travailleurs. Bon, parfois avec des conséquences en lien avec l'hyperconnectivité ou l'isolement. Mais cette autonomie, est-ce qu'elle s'est faite au détriment vraiment d'un collectif, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, au détriment d'un sentiment d'appartenance et ça en accompagnant, enfin en créant une sorte de sentiment d'exclusion ou parfois d'isolement des travailleurs? Alors, en fait, le sentiment d'exclusion, c'est quelque chose de très personnel. C'est une perception individuelle, en fait. Donc, ça peut dépendre de l'âge, du genre, du lieu de vie, la composition de la famille, la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient, du niveau de qualification. Donc, ce sentiment d'exclusion, il va dépendre de l'individu et il va dépendre aussi des facteurs organisationnels. Est-ce qu'on est dans une petite ou une grosse équipe? Quel est le style de mon manager? Est-ce que c'est un manager participatif, délégatif, autoritaire? Est-ce qu'on a beaucoup de réunions? Est-ce qu'on est souvent en présentiel ou plutôt en distanciel? Donc, ce sentiment d'exclusion, il va vraiment dépendre de ça. Et il doit être investigué, en fait, par le manager. Hein. Vous avez raison de soulever la question parce que le manager doit s'inquiéter de cette perception éventuelle d'exclusion parce que c'est gentil d'être en autonomie, mais autonomie, le pendant, ça peut être aussi je me sens seule, je me sens fatiguée, je me sens pas bien et je me sens exclue. Donc dès qu'on aura un doute en fait sur ce sentiment d'isolement du salarié, ce qu'on peut faire, c'est recourir à la médecine du travail pour éviter tout symptôme de stress, d'anxiété et aussi des conduites addictives qui ont été observées pendant le confinement. Donc, il faut absolument que le manager s'inquiète de ce sentiment d'exclusion. Et pour éviter que les gens soient exclus, il faut organiser finalement des moments où on va travailler ensemble. Et on va travailler ensemble, pas en visioconférence, mais plutôt en présentiel. Ce qui pose la question des locaux, parce que comme vous le savez, après la crise, certaines entreprises en ont profité pour réduire la taille des bureaux. Donc, on est parfois confronté à la difficulté de mener à bien ce collectif de travail. Donc, c'est pas évident pour la manager, en fait. Ok. Et ça m'amène ma dernière question. Vous parlez de manager. Qu'est-ce que ça change dans l'exercice du métier de manager d'avoir des travailleurs qui sont en télétravail total ou hybride? Alors, pour le manager, ça change beaucoup de choses. Ça change l'organisation déjà, parce que il faut avoir une maîtrise des plannings sur la semaine, qui est à distance, qui n'est pas à distance. Donc, il y a un aspect organisation, mais organisation administrative. Il y a aussi la relation humaine qui s'effectue à distance. Donc, il faut être en mesure de communiquer correctement, d'oublier personne quand on organise quelque chose ou quand on diffuse une information. Et il faut être capable aussi de lâcher prise et de pas mettre en place un contrôle qui serait un nouveau contrôle post-crise, en fait. D'accord. Et donc, il y a peut-être des nouvelles compétences à acquérir ou à apprendre en tant que manager pour pouvoir favoriser la mise en place du télétravail? Alors, les nouvelles compétences, c'est des compétences en organisation, des compétences en communication, et puis aussi, au-delà de la compétence, c'est la maîtrise de tous ces risques. C'est-à-dire être conscient que les risques existent, qu'ils peuvent s'installer durablement dans une équipe et être en mesure tout de suite de les identifier et aussi être en mesure de mettre en place tout ce qui va permettre de les prévenir. Par exemple, communiquer sur un projet, faire appliquer le droit à la déconnexion, organiser des entretiens de suivi, être capable d'échanger avec les représentants du personnel, réfléchir à tout ce qui est aussi ergonomie du poste de travail. Donc, il y a des tas de choses sur lesquelles les managers vont être amenés à réfléchir, sur lesquelles ils n'avaient pas réfléchi avant. Et est-ce que vous savez comment eux vivent ce recours au télétravail?
Alors, les managers l'ont pas très bien vécu pendant le confinement. Alors actuellement, les managers, enfin, il y a une forme d'acculturation en fait au travail hybride. Donc, les managers se sont habitués déjà eux-mêmes à travailler à distance et aussi à piloter des équipes à distance. Alors, il faut savoir qu'avant, avant qu'on parle de télétravail, vous aviez des activités où on pilotait déjà des équipes à distance, parce que par exemple dans des entreprises qui étaient organisées en réseau, par exemple des réseaux de commerce, les chefs de secteur déjà pilotaient des équipes à distance. Donc il y avait déjà des managers qui avaient cette notion de ne pas voir leurs collaborateurs tous les jours et d'être capable d'organiser des réflexions collectives alors qu'on n'est pas tous ensemble. Ok, c'est très clair, je vous remercie. Merci Caroline. Merci Denis. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré au télétravail. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram et à vous rendre sur 0,.org afin de découvrir nos précédents invités. Merci et à très bientôt.